Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et nouvel épisode aujourd'hui là, sur un peu la même constante, là, on va vous faire nos deux segments classiques, donc au son de la cloche et dans vos poches. Là. Encore une fois, on vous l'a mentionné dans le premier épisode de la saison 2, là, on veut faire un peu également d'économie avec l'instant économie, mais on va se permettre encore une fois de maintenir la priorité sur nos segments phares. Là. Même si quand même l'épisode d'aujourd'hui quand même est un peu entre les deux, mais il est vraiment sur ses, comment dire, il va partager un peu des éléments quand même de l'instant économie, même si officiellement on le met dans le son de la cloche. Là. Absolument. Donc Gab, je te laisse du même coup la parole là, pour le disclaimer. Ben oui, on n'oublie pas évidemment tout ce qu'on parlera aujourd'hui avec JP dans le podcast. Il s'agit vraiment que de notre opinion personnelle. On le dit à chaque fois là, mais ça ne représente en aucun cas une opinion extérieure, une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert qui pourra avec vous recommander des investissements qui sont ou autre chose qui ont rapport avec vos finances personnelles au passant, qui est adapté à votre profil personnel. Voilà. Parfait. Donc entamons ça avec le premier segment au son de la cloche. Excellent. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on décide en fait de changer un peu de zone économique. Là, on parle souvent de compagnies européennes ou surtout, bien évidemment, des compagnies listées aux États-Unis et au Canada. On veut se tourner un peu vers l'équivalent des GAFAM, mais au niveau de la Chine, on veut parler des dragons chinois, donc des grandes compagnies chinoises qu'on entend beaucoup moins parler. On va en parler sous peu. Là, pour quelles raisons est-ce que ces compagnies-là sont très performantes et sont énormes, mais qu'on n'en entend pas beaucoup parler dans nos localités respectives. Donc, on veut effectivement vous parler de Baidu, de Alibaba, de Tencent et de Xiaomi, avec quelques petits astérix qu'on va en faire. Oui, ça faisait partie de la fameuse liste des sujets là, que j'avais eu une espèce d'instant de révélation avec une liste de sujets là. Et ça faisait partie, donc du coup, les dragons chinois. Je trouve que c'était un bon complément avec ce qu'on avait commencé, si tu te souviens de JP, dans la saison 1, sur les nouvelles routes de la soie. Toujours, la Chine est un continent. Là, je vais vraiment en parler comme un continent, parce que c'est vraiment... c'est un pays immense, là, mais qui est extrêmement intéressant, là, que ce soit en matière économique, en termes géopolitiques, en termes géostratégiques. C'est vraiment passionnant, puis je trouve que c'est un complément qui est intéressant, surtout dans une situation, bon, alors c'est sûr, il y a la pandémie, mais on va essayer de quitter, on en entend parler tous les jours, là, je commence moi aussi à en avoir ma claque, mais aussi, tu sais, qu'on parlait il y a quelques années, enfin, il n'y a pas si longtemps, pendant le mandat de Donald Trump, qui est désormais révolu, de la fameuse guerre commerciale. Je trouve que ça prend toute sa pertinence, effectivement, dans ce contexte. Exactement. Donc, effectivement, là, c'est d'embarquer sur le sujet aussi. Ça fait un lien, comme tu disais aussi, avec la fameuse entrée en poste de Biden et Harris. Donc, c'est un tout nouveau défi. Et les géants chinois, là, comme on le dit, et c'est le but aujourd'hui, c'est de mettre l'emphase sur le fait que c'est pas des petites compagnies. Le côté médiatique va être beaucoup moindre que les GAFAM américains, mais c'est des compagnies de technologie qui sont dominantes et qui, encore une fois, quand on parle du secteur asiatique, sont, oui, bien évidemment, là, des leaders en Chine, mais également des leaders sur l'ensemble du continent asiatique. Et si on regarde, et on va en parler sous peu, de leur capitalisation boursière, ça peut être comparable avec, peut-être pas encore une fois, les grandes compagnies de la tech américaine, mais avec des compagnies qui sont de l'Eurasie, là, en Europe également. Ce sont des poids lourds qui amènent beaucoup de développement et qui font aussi partie d'une grande stratégie des technologies de la Chine. Et bien évidemment, qui dit la Chine, surtout du gouvernement central, bien évidemment. Donc, puis ça s'en vient, hein. Puis il ne faut pas penser qu'effectivement, que pour le moment, ce sont des compagnies qui sont uniquement centrées évidemment sur le continent asiatique. Elles ont tendance justement à s'exporter via, premièrement, la diaspora chinoise. On entend, moi j'ai le souvenir souvent là, que quand on est, de plus en plus en tout cas de systèmes de paiement par exemple chinois, comme on va en reparler un peu plus tard dans le podcast, là, mais de Alipay, WeChat Pay, sont utilisés de plus en plus, surtout dans les communautés en Amérique du Nord par exemple, asiatiques. Puis c'est aussi par les nouvelles applications, ils ont tendance à acheter. On a entendu parler pas mal de l'ex-Musical.ly, là, qui s'appelle maintenant TikTok, qui est pareil, vraiment un symbolique de la puissance, entre guillemets, de l'informatique chinoise. Donc. Exactement. Et puis, tu sais, la grande distinction, c'est un peu ça entre, si on compare un peu œil pour œil les GAFAM par rapport au BATX, là, qu'on peut les nommer là, pour faire ça plus simple. Officiellement, on voit que le marché américain est très peu réglementé au niveau de ces compagnies de tech. Donc, il y a beaucoup de libéralisme là, au niveau de cette industrie-là. C'est tout le contraire au niveau de la Chine. Donc, le gouvernement central chinois met en place des restrictions énormes
pour ces compagnies de la tech. Même, on va parler à la fois pour les compagnies étrangères, mais si on parle seulement des compagnies nationales privées, là, au niveau du marché chinois, ils sont très réglementés. Et c'est un petit peu comme on le disait, une stratégie que la Chine veut devenir une puissance technologique et même devancer comme toujours les États-Unis qui sont la puissance numéro 1 au niveau des technos par l'entremise de régulations et de restrictions beaucoup plus intenses. Donc de voir est-ce que cette technique-là va permettre d'aller dépasser le libéralisme américain des technos. Ça va être intéressant. Régulation effectivement sur l'importation de devises aussi. Hein, c'est sûr que c'est lié grandement effectivement avec la politique qu'on pourrait appeler mercantile de la Chine. Là, je ne veux pas non plus rentrer trop dans les détails. Là. Exactement. Et puis, tu sais, je vous parlais un petit peu là, tout à l'heure des capitalisations boursières. Là, si on parle des BATX, on est à peu près à du 950 milliards de dollars US. Quand on parle des GAFAM, on est à peu près à 4500 milliards de dollars US. Là, donc, ça vous montre que c'est pas encore tout à fait, c'est pas similaire. Et encore une fois, il y a une forte tendance liée au fait que la capitalisation boursière vient également de la facilité de transaction. Là. Certains sont maintenant, les compagnies du BATX sont listées maintenant aux États-Unis, mais c'est pas le cas de l'ensemble. Et on sait bien évidemment que pour le volume de transactions, c'est assez important d'avoir de la facilité de transactions boursières. Je voulais faire un petit point également là, avant que Gab, peut-être tu nous parles un peu plus des compagnies en tant que telles qui font partie des BATX. Vous parlez un peu là, de justement quand je parlais des restrictions du gouvernement central chinois. Là, plusieurs personnes vont le voir sous deux aspects. Là. Il y avait eu, je crois que c'est au début des années 2000, avant même que ce soit Xi Jinping qui soit au pouvoir, que le Golden Shield Project a été mis en place, là, vraiment dans le but de restreindre l'accès et la transmission de contenu médiatique et d'informations au niveau des compagnies étrangères vers la Chine. Donc de vraiment transformer la Chine en un hub unique, privé, avec des murs très restrictifs. Ce qu'on a surnommé le grand pare-feu ou la grande muraille de Chine. The Great Firewall of China, exactement, qui était une partie du fameux Golden Shield Project. Et c'est justement ça, là, c'est surtout le Great Firewall of China qui a amené justement le fait que le développement de ces grandes compagnies-là au niveau des tech chinoises s'est fait sans réel compétiteur des grandes corporations américaines principalement. On en a entendu plusieurs qui ont essayé d'aller s'installer. On sait que Google est bloqué, on sait que Facebook est bloqué, mais les grands tech chinois sont à peu près des répliques d'une certaine manière des grandes tech américaines. Tu pourras en parler, là, on l'a mis dans les quelques points de notes qu'on voulait parler aujourd'hui, mais il y a vraiment une grosse similitude et c'est justement l'expansion par la non-concurrence. Un exemple que je vais te donner avant de te passer la parole, Gab, pour parler des 4 compagnies, c'est entre autres Uber, qui est allé s'installer en Chine. C'était une de leurs grosses stratégies parce que le marché est énorme au niveau de la Chine. Non, oui, puis c'est vrai que le taux d'utilisation, en fait, le taux de pourcentage de possession des véhicules, même si elle a tendance à augmenter d'année en année en Chine, c'est une société qui se comment on peut appeler ça, on va dire qui s'enrichit d'année en année. Là, on voit... Ouais, la classe moyenne grandit. Exactement. La classe moyenne chinoise commence à se rapprocher du niveau de vie européen ou nord-américain, là, exactement, à grande vitesse. Et c'est vrai que ça pouvait être un territoire intéressant là, pour implémenter leur entreprise, en tout cas pour Uber. Là. Exactement, mais finalement Uber n'a pas fonctionné du tout parce qu'il y a Didi qui ne fait pas partie des 4 compagnies qu'on soulève aujourd'hui, là, mais doit être nommé tout comme Huawei également, là, qui ne fait pas partie des 4 qu'on nomme aujourd'hui, mais ont des capitalisations très notoires et sont en grande croissance. Mais ça montre, ça c'est un exemple ciblé là, de la version chinoise des grandes tech américaines fonctionne très bien sur un marché qui est d'une certaine manière national, mais est amplement suffisant. Est-ce que les compagnies chinoises ont vraiment besoin d'aller au-delà de la Chine pour faire la croissance et pour réussir et avoir des belles capitalisations boursières? Probablement pas, parce que leur marché local, c'est des milliards de personnes. Oui, et puis le bon exemple que je peux avoir, effectivement, au-delà des BATX, vous voyez quand même, comme sur le continent nord-américain, il y a des entreprises qui miroitent derrière, effectivement, ces 4 grands. Par exemple, on entend parler souvent des GAFAM, donc les 5 grandes entreprises, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais il y a aussi d'autres entreprises qui miroitent derrière, IBM, je peux vous parler par exemple de Dropbox, de Uber, etc., DoorDash, etc. Il y a énormément d'entreprises qui sont associées, de près ou de loin, effectivement, avec les grands géants. Même chose côté chinois, le bon exemple, c'est Huawei, qui pourtant est un immense géant et un... Bon, c'est sûr qu'ils ont fait parler pas mal ces dernières années, surtout durant l'administration Trump, durant cette espèce de mini-guerre qu'il y a eu entre justement les géants de la tech américains et Huawei qui étaient soupçonnés d'espionnage. Bon, ça c'est aussi un des enjeux justement de sécurité intérieure, je trouve, aux États-Unis.
Mais par exemple, bon, QQ, c'est un bon exemple. QQ, c'est un service de microblogging un peu similaire à Twitter, qui, comment dire, aussi fonctionne comme un espèce de client mail. Vous avez vous voyez, Twitter, on ne l'a pas cité, hein, c'est un bon exemple. Baidu, bon, alors Baidu, ça ressemble beaucoup à Google, mais avec un grand aspect pour nos auditeurs qui viennent de France puis qui ont connu l'Internet au début des années 2000. Ça ressemble un peu au portail Lycos, hein. Donc, il y avait les recherches. Je ne sais pas si vous aviez eu ça, vous, au Québec, un espèce de portail un peu comme Yahoo, en fait, où tu avais les news, la bourse, etc. Ouais, mais plus ou moins, parce qu'encore une fois, avec le marché, on était assez axé sur le développement de Google et il n'y a pas eu vraiment de grandes nouveautés étant très américanisé. Peut-être les pages jaunes, hein, c'était un site populaire. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on avait nos petites pépites françaises, là, entre guillemets, qui n'ont pas survécu, évidemment. Hein. Exact, mais Baidu, tu te dis, et puis c'est près de 65%, si je ne me trompe pas, de l'utilisation pour des serveurs de recherche, pour des moteurs de recherche. Le taux d'utilisation, la part de marché est de près de 65% là, pour Baidu au niveau de la Chine, si on considère sur un marché qui est de milliards de personnes, encore une fois. Ça vous montre l'ampleur de cette compagnie-là. On parle de Google comme étant énorme, mais Baidu, on n'en entend pas parler, c'est un moteur national. Il y a un Google chinois, en fait, une version adaptée pour le marché chinois, là, mais c'est sûr qu'elle vient avec évidemment des restrictions, etc. Encore une fois, c'est lié avec la censure évidemment habituelle qui peut exister. Je sais que ça m'a fait pas mal rire, là, mais... je sais que par exemple Xi Jinping, on le sait, est un leader, on va dire, quand même autocratique, pour pas dire que c'est un dictateur, hein, mais par exemple le terme Winnie l'ourson, par exemple, est censuré de Baidu parce que, il suit, apparemment c'est la démarche, puis il ressemble entre guillemets à Xi Jinping, là. Alors depuis, effectivement, ce mot-là est banni, etc. Et ça fait partie, par exemple, des restrictions, encore une fois, là, du fameux grand firewall chinois. Autre exemple, si tu me permets, JP, parce qu'on va continuer effectivement la liste. Absolument, mais tu as Alibaba, que je t'invite à parler, qui est une compagnie que tu apprécies beaucoup et qui aussi évolue beaucoup là, vers un empire et non seulement là, une espèce d'équivalent d'Amazon. Oui, et puis Alibaba, on dit souvent que toi, tu aimes bien Tesla. Alibaba, moi, je suis quand même un client, entre guillemets, de temps en temps là, de ce service-là. Là. Bon, Alibaba, souvent, c'est vraiment plusieurs sites internet. C'est sûr, c'est un empire qui a été fondé, évidemment, vous le savez, par le milliardaire qui est en ce moment, d'ailleurs, dans une situation un peu compliquée, là, le fameux Jack Ma. Jack Ma, on en parlera d'ailleurs un peu de cette situation-là, parce que c'est un problème un petit peu qui se développe chez les compagnies privées chinoises, justement, bien évidemment. À partir du moment où ces compagnies-là deviennent, on prenne une ampleur notoire et, si on me dit... amène un certain pouvoir décisionnel d'une manière sur une société, ben c'est là où c'est pas la même logique dans une administration américaine par rapport à l'administration chinoise. Donc Jack Ma se retrouve un petit peu dans l'eau chaude. Jack Ma, donc c'est ça, il a confondé plusieurs signes. Donc Alibaba, c'est sûr que souvent on connaît le nom, mais en fait souvent on utilise peu ce site-là parce que c'est un site pour les professionnels essentiellement. C'est comme un espèce de eBay pour les professionnels, pour par exemple, n'importe quel matériel ou des grosses commandes en grosses commandes. Là. Par exemple, vous voulez acheter... ça me fait penser, là, quand il y a eu la période avec les... je me souviens, tout le monde utilisait ça. Là. Tu te souviens de JP, il y a 2 ans à l'été, là, avec les enfants... Les hand spinners, c'est ça. Mon Dieu, oui. Je ne savais pas. Les hand spinners, par exemple, si vous voulez en acheter, vous étiez une entreprise, je ne sais pas, qui vend... dans des magasins Walmart par exemple aux États-Unis, vous pouvez par Alibaba faire une commande auprès d'un fournisseur chinois, puis dire moi je voudrais avoir 10 000 hand spinners par exemple. Alors, si vous faites des numéros de lot, etc. Tout est très bien organisé. Alibaba, c'est une entreprise qui est pérenne, qui est sécurisée aussi, ce qui était souvent difficile. Hein, c'est vrai que la Chine est un pays, on va dire, où il y avait encore assez peu de pour les importations et les exportations, c'était un peu risqué. Alibaba, rassure entre guillemets pas mal. Le fait qu'il y ait une tierce partie sécurisée sécurise quand même pas mal entre guillemets les acheteurs et les vendeurs. C'est sûr qu'Alibaba, pour le coup, s'est diversifié plus pour le retail, donc le grand public. Nous, on a une version en Europe et aux États-Unis qui s'appelle AliExpress, qui est un site connu de dropshipping, là, donc où vous pouvez acheter divers trucs, souvent à des prix défiant toute concurrence. Souvent pas de qualité incroyable, ça c'est le revers de la médaille. Et la version chinoise, donc qui est similaire à Amazon, ça s'appelle Taobao. Et pour vous dire, Taobao, en termes de... Alors souvent on avait aux États-Unis le fameux Cyber Monday puis le Black Friday.
le jour de Taobao, je crois que c'est au mois d'octobre, je me souviens plus, je crois que c'est le 11 octobre ou quelque chose du genre, fait plus de ventes que le Cyber Monday et le Black Friday réunis en Chine. Pour vous dire l'importance de ces trucs-là, alors le marché chinois est complètement... de la livraison en Chine est complètement fou et explose en fait. Non, puis c'est 58% du marché du e-commerce qui passe par Taobao justement en Chine. Encore une fois, c'est ça qui est curieux. On parle souvent de pourcentage et de part de marché là, quand on parle de compagnie ou plus généralement de marché financier pour faire une analyse de compagnie par exemple. Mais on réalise pas que oui, les pourcentages c'est une base d'information, mais il faut comprendre le bassin derrière ça. Et puis effectivement, Alibaba, encore une fois, devient de plus en plus grande, encore une fois, avec le développement dans tout ce qui concerne également le domaine des... un peu la fintech, là, qui a quand même des avancées qui peuvent découler d'Alibaba. Une autre compagnie qui est d'ailleurs, encore à ce jour, je crois, celle qui a la plus grande market cap, la capitalisation boursière la plus élevée parmi les BATX, c'est Tencent, qui s'est diversifié un peu, mais qui est un petit peu comparable. C'est une forme de réseau social, d'une certaine manière. Là. C'est un peu le Facebook, encore une fois, chinois, si on le met entre guillemets. Là, bien évidemment, il n'y a jamais... d'exactitude dans les comparaisons, mais c'est ce qui est le plus proche, si on veut dire, en comparable par rapport aux GAFAM. Ils sont connus pour leur application qui s'appelle WeChat, qui ressemble un peu à une espèce de WhatsApp, mais très, comment dire, c'est beaucoup plus qu'un WhatsApp, ça se ressemble beaucoup plus à un Facebook, effectivement, avec aussi des facilités de paiement. C'est vraiment un de leurs grosse part de marché, c'est justement de faire des paiements avec des codes QR, enfin, c'est extrêmement populaire. Le code QR, qui pour le coup était très populaire il y a quelques années dans le monde occidental, et extrêmement populaire en Asie, parce que c'est des méthodes de paiement qui sont faciles et qui sont rapides, ce qui n'a pas toujours été le cas dans des systèmes qui sont des sociétés qui sont vraiment sous-bancarisées là, pour le coup. Exactement. Puis la dernière compagnie qui était à soulever, et encore une fois Gab là-dessus, c'est ce qui est curieux, c'est vrai que le sujet te porte très bien aujourd'hui parce que Xiaomi, que tu as été d'ailleurs un utilisateur, Xiaomi, encore une fois, on est très loin, là, mais un peu le Apple chinois d'une certaine manière. Là, je vois la boîte juste exactement, en face de ma tête. Va faire une grande quantité de ses revenus, effectivement, principalement au niveau des smartphones, au niveau des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents. Encore une fois, la qualité, Gab, tu pourras peut-être en glisser quelques mots. Alors, encore une fois, c'est un peu la comparaison présentement entre est-ce que Xiaomi a encore sa place dans le Big Four des techs chinois ou si ça devrait pas être Huawei qui serait, si on peut dire, maintenant considéré. Moi, je crois peut-être que Huawei devrait être effectivement devant Xiaomi, surtout après avoir vu ton expérience d'utilisation du Mi A2, je sais pas quoi. Là, c'était pas mon meilleur téléphone. Exact, mais... qui en termes de son et de qualité d'appel n'était pas excellent, là, mais encore une fois, c'est ce qui est intéressant, c'est peut-être un point généraliste à faire, c'est de dire, tout ce que la Chine a fait dans l'histoire a été des leapfrogs, en quelque sorte, mais des bons géants de rattrapage par rapport à l'industrie, par exemple, américaine ou anglaise, si on se fie à l'industrialisme classique, là, qui était très progressif. Mais c'est un petit peu présentement cette logique-là de dire l'étape où on en est, c'est il y a des compagnies majeures, mais la qualité de leurs produits pour un œil de personnes, par exemple comme toi, Gab, qui vit au Canada et qui a accès à des comparables directs qui sont des produits qui sont axés sur la qualité. Et encore une fois, je vais peut-être me faire... peut-être les commentaires ne seront pas... Apple n'est pas d'une qualité incroyable, mais ça reste que de base, en comparant un iPhone par rapport à ton Mi A2, c'est assez notoire. Donc, c'est de dire, on voit que la Chine, les compagnies sont majeures, prennent de l'ampleur, ont un marché énorme, mais la qualité a encore un peu d'amélioration à faire parce que c'est un petit peu des copycats, best effort présentement. Après, c'est adapté, encore une fois, au marché local aussi. Absolument. C'est ça qui est intéressant. C'est que tous ces téléphones-là sont des téléphones importés. C'est quand vous achetez, par exemple, des téléphones Xiaomi, mais il y en a des centaines, je veux dire, et il y en a qui sont de très très bonne facture. J'avais un des plus cheap aussi en termes rapport qualité-prix. Mais faut se dire, en gros, que le marché en fait, le marché du smartphone en Asie, et puis particulièrement en Inde, en Chine, dans des pays comme par exemple le Vietnam, donc le sud-est asiatique, sont des pays où quand même le niveau de vie est inférieur, donc c'est sûr que ils n'ont pas le choix de faire des compromis parfois. C'est vrai qu'ils ont avantage à aller vers le volume plutôt que la qualité, potentiellement, surtout dans le contexte du bassin, effectivement, qui est en place, et l'Inde également, comme tu as mentionné, qui font des améliorations, mais non pas, encore une fois, cette technologie-là, ces techs-là n'existent pas encore en Inde. Exactement, et même les features, donc tu sais, ce que recherche le consommateur moyen dans ces produits-là n'est pas du tout le même. Je pense à un exemple, là on s'égare un peu, là, mais c'est pas très grave, là, c'est plus une divergence. Mais par exemple, typiquement, les smartphones chinois étaient les premiers à intégrer par exemple les doubles SIM. Donc, tu sais, pour avoir deux opérateurs sur
sur le même téléphone, enfin, ou 2 lignes téléphoniques, alors que c'était quelque chose qui était, alors que, par exemple, chez Apple ou Samsung, etc., qui sont beaucoup plus adaptés pour le marché occidental, entre guillemets, c'était les doubles ou triples appareils photo ou le Face ID qui était beaucoup plus populaire. Encore une fois, c'est vraiment ces deux marchés complètement, deux réalités en fait de marché qui sont complètement différentes, mais quand même on signale que de plus en plus, encore une fois, la middle class chinoise se développe progressivement, et c'est vrai que moi je pense que ces compagnies-là ont un très très beau potentiel et un très beau un potentiel de croissance énorme. Est-ce que ça se fera, entre guillemets, avec la conquête de nouveaux marchés? Est-ce que ça se fera par de la compétition, justement, sur des nouveaux marchés? Exemple, États-Unis. On entend parler pas mal, par exemple, de... si je me souviens bien, c'était... ça va me revenir. OnePlus, c'est ça. OnePlus, tu sais, qui se développe et qui sont des téléphones qui sont assez prisés. Très bonne qualité. Des partenariats un peu avec McLaren, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour un de leurs téléphones. Donc, avec des compagnies un peu plus anglaises et de pays développés. Donc, effectivement, peut être intéressant parce que présentement, les grandes techs chinoises, je crois que c'est moins de... Et facilement, même, je dis moins de 10%, c'est peut-être même moins de 5% de leur chiffre d'affaires vient de l'extérieur de la Chine. Donc, c'est un manque à gagner qui est quand même assez intéressant. Mais encore une fois, puis c'est ce que tu disais, le potentiel de croissance est là, mais on peut analyser le potentiel de croissance selon ce qu'on connaît des techs, c'est-à-dire selon un système libéralisme à l'américaine un peu. Ouais. Qu'est-ce que ça va être avec le contexte justement du gouvernement central chinois qui, oui, a avantage? Est-ce que ces compagnies s'améliorent pour offrir davantage aux citoyens, à la communauté, là, si on peut dire locale chinoise? Mais qu'est-ce que ça va être lorsque ces compagnies-là vont justement devenir des entités majeures, lorsqu'un individu comme Jack Ma, qui devient plus connu, si on peut dire, dans le reste du monde presque... Et qui a critiqué en fait ouvertement le système chinois, c'est sûr que ça fait... C'est de voir s'il va pas avoir des restrictions qui vont faire en sorte que ces compagnies-là vont atteindre un certain plafond à un certain point dans l'expansion requise ou recherchée par le gouvernement central chinois qui, encore une fois, ne va pas vouloir avoir 4-5 grandes techs, il va vouloir en avoir 10, 15, 20 grandes techs. Donc c'est là que ça va être intéressant, c'est la limitation de la croissance de celle existante par rapport aux futures compagnies qui pourraient aussi se développer pour le partage. Qui dit partage dit un peu la logique socialiste, communiste. Oui, exact. Puis puis pour terminer, c'est sûr que là le point, il va falloir faire attention quand même sur ces compagnies-là, c'est évidemment vous avez tous entendu parler de la fameuse l'affaire Huawei, là, qui a été, c'était il y a à peu près 1 an et demi maintenant, quand même, ça commence à faire un petit bout, où évidemment Huawei est suspecté avec leur avance dans le réseau 5G, dans la technologie 5G, de faire du contre-espionnage pour le gouvernement chinois. C'est sûr qu'il y a eu pas mal de sanctions qui sont tombées, le fait que Huawei ne puisse plus faire affaire avec des compagnies américaines, donc fini Google Play, etc. Vous ne pouvez pas utiliser ces services-là sur un téléphone Huawei. En fait, c'est possible, mais il y a des manipulations que je pense que tout le monde n'est pas à l'aise à faire, là. Mais c'est comment dire, ça peut être inquiétant quand même pour Huawei, parce qu'ils vont se retrouver, entre guillemets, quand même en difficulté, le fait qu'ils ne puissent pas accéder à des services pour le grand public. C'est vrai que ça pourrait freiner leur croissance dans des marchés où malheureusement il y a Apple versus Android. Là, on ne va pas se poser la question quel OS, etc. Là, rendu là, on laissera les spécialistes en débattre, je pense. Exact. Donc, c'est ce qui conclut notre premier segment au son de la cloche. Passons maintenant au deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet pour le segment de cette semaine, là, encore une fois, finances personnelles et surtout qui dit les premiers mois de l'année, là, peu importe dans quel pays nous sommes, on a certaines réglementations, certaines obligations à faire qui va porter sur la fiscalité et sur les impôts. Donc, le sujet est un peu là-dessus. Gab, encore une fois, un autre sujet qui t'intéresse beaucoup et un sujet sur lequel tu as une certaine tangente à faire des recommandations et à vouloir le mieux là, pour la fin fiscale de tes amis. Donc, je vais peut-être t'inviter, encore une fois, à faire un petit topo, encore une fois, là, je veux dire, pour quelqu'un qui a eu une année 2020 en tant que salarié là, qui était constante, mais qui était en plus en télétravail. Ça implique, si on peut dire, des particularités assez uniques cette année par rapport à la fiscalité classique qu'on va faire.
parce qu'encore une fois, il y a certains crédits, certains avantages qui découlent du fait d'avoir utilisé notre domicile comme lieu de travail principal pendant autant de mois et même pendant la majorité d'une année. Je sais qu'on connaît peut-être un petit peu plus la manière dont ça va être traité au Canada. Là, encore une fois, là, bien évidemment, vous référez là, à vos règles fiscales de votre pays. Là, entre autres, on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs français, donc ça se peut que ce soit un petit peu différent par rapport à ce que Gab va parler. Gab va peut-être être général, là, mais il y a certaines précisions qui sont très utiles, parce que qui dit fiscalité dit ce n'est pas pareil d'un pays à l'autre. On en avait parlé dans le segment sur les paradis fiscaux. Oui, puis c'est... Mon Dieu, la fiscalité est tellement... C'est un domaine qui est passionnant, mais qui peut avoir une complexité aussi, qui peut être proportionnelle aussi au temps où vous vous intéressez dessus. Là. Moi, étant quand même un amateur, entre guillemets, je m'intéresse beaucoup à la fiscalité internationale aussi, etc. C'est plutôt pour les particuliers. Parce qu'encore une fois, ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va s'appliquer beaucoup plus aux particuliers, là, étant donné que, sinon, on risque d'y passer des jours et des jours là-dessus. Enfin, il y a des formations qui sont uniquement en fiscalité, etc. Enfin, je veux dire, c'est un métier, hein. Le but étant aujourd'hui de comprendre un peu et puis de comprendre un peu quel est le mécanisme effectivement là, pour votre déclaration de revenus. Donc dans la plupart des pays, je sais que maintenant la France est passée aussi récemment, on peut se dire mon Dieu c'est un peu en retard, oui on est passé que récemment en fait avec des calendriers de déclaration pour l'année fiscale précédente. Donc, par exemple, on déclare en 2021 les revenus de 2020. Absolument, en France, c'était 2 ans à l'avance. Ouais, c'est vrai. Je me souviens de ces... Enfin bref, c'était un bordel, on va pas se le cacher. Exactement, même il y avait une différence sur la perception à la source de l'imposition, là, qui était quelque chose, je me souviens, là, lorsque je rencontrais des personnes qui arrivaient d'Europe, là, et beaucoup de Français qui arrivaient au Canada étaient toujours surpris de voir que c'était perçu directement dans leur paye à chaque 2 semaines. Et non d'ailleurs la paye qui était aux 2 semaines et non au mois, là, ça c'est déjà un truc, mais que c'était perçu à la source et qu'au final on n'avait pas à débourser un montant épouvantable lors de la période fiscale. Ouais, c'est conçu effectivement pour que vous n'ayez pas en fait à payer d'impôts, en fait, à ce que ce soit mensualisé, en fait, ce soit pris à même vos payes, puis qu'en fait le trop plein ou le solde manquant, effectivement, si jamais on vous en a pas pris assez, soit perçu pour le coup à la fin de l'année fiscale. Mais tout est conçu entre guillemets pour que vous n'ayez pas d'impôts à payer. C'est conçu pour le système du prélèvement à la source fonctionne d'une certaine façon pour éviter justement que des gens se retrouvent avec des dettes d'impôts ou que se retrouvent avec un fardeau fiscal trop important sur quelques mois. Là, c'est vraiment conçu pour ça. Alors c'est vrai que je dirais de manière générale, en fait, c'est sûr que le système pour la déclaration de revenus souvent se fait jusqu'à la fin. Je sais qu'au Canada c'est jusqu'au fin avril. Je sais qu'en France aussi c'est la même chose. Puis ou soit je pense c'est la fin mars. Aux États-Unis c'est le 15 avril la date limite de déclaration. Donc c'est vrai que la plupart du temps c'est les premiers mois de l'année et c'est une période qui est importante. C'est là où vous remplissez votre déclaration personnelle, tout dépendamment. Alors, vous voyez que c'est là où toute la subtilité. Par exemple aux États-Unis ou en France on fonctionne par foyer fiscal, c'est-à-dire tous les membres d'un même foyer, donc par exemple vous, votre femme ou votre conjoint, etc. Enfin bref, et vos enfants, vous êtes vraiment sur une seule déclaration unique en fait. Au Canada, par exemple, c'est individualisé. C'est vraiment chaque personne individuelle. Même si par exemple vos enfants ont une job-in, ou quelques heures au McDo, là, exemple, ils sont considérés comme des personnes fiscales séparées. Donc chacun remplit sa déclaration, puis à la fin, on reçoit le chèque. On doit faire un chèque, malheureusement. Alors c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après c'est sûr, alors cette année c'est une année subtile et tu l'as bien mentionné JP au niveau de la fiscalité. C'est sûr qu'un élément qui va être beaucoup à considérer, puis là il va falloir se renseigner. Ce que je vais vous parler aujourd'hui c'est ma connaissance de la fiscalité canadienne. Par contre, les éléments sont quand même souvent très similaires à ce qu'on retrouve. Effectivement, ça va prendre d'autres formes, mais effectivement, chaque gouvernement va adopter un peu des stratégies similaires parce qu'encore une fois, peu importe d'où est-ce qu'on est, peu importe où est-ce qu'on a travaillé, qu'on était à domicile, on a un peu le même désir, si on peut dire, d'essayer de considérer certaines dépenses qu'on a fait pour notre propriété relatives, si on peut dire, en termes de crédit d'impôt parce que, encore une fois, c'est les mêmes prérequis, ce ne sont pas les mêmes réglementations et les mêmes avantages. Mais c'est sûr que chaque gouvernement a avantage à mettre en place ce genre de structure-là qui, encore une fois, dans certains contextes, existait déjà dans les années passées parce que le télétravail à temps plein n'était pas quelque chose qui était vraiment existant, mais certaines personnes utilisaient leur domicile comme lieu de travail, même s'ils étaient salariés. Voilà, et c'était déjà déductible, effectivement. N'oubliez pas, ce principe est important. Il y a 2 principes en comptabilité, en fiscalité qui sont importants, c'est de relier les revenus avec les dépenses. C'est vraiment important. C'est sûr que quand vous allez au travail le matin, en fait, c'est pas vous qui payez la papeterie, c'est pas vous qui payez le chauffage de votre
de, comment dire, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, elle est déduite d'impôts sur ses dépenses, toujours. Alors de l'autre côté, c'est sûr que quand vous travaillez à la maison, évidemment, ça implique des dépenses, donc par exemple de la papeterie, du chauffage, etc., qui eux, si on respecte toujours ce principe de revenus, matcher les revenus avec les dépenses, puis de déduire les dépenses à des fins d'impôt, c'est sûr que là, rendu là, il y a des optimisations. Alors au Québec, cette année, puis au Canada plus généralement, il y a eu, comment dire, deux mécanismes qui ont été faits en sorte. La plupart du temps, en fait, je sais que de base, les gens qui faisaient déjà du télétravail avant ou utilisaient la méthode complète, c'est-à-dire qu'on regardait toutes les dépenses qui ont été impliquées dans l'année. Exemple, par exemple, vous utilisez une pièce comme bureau en permanence pour votre travail, vous allez pouvoir déduire 100% de la superficie en fait, de cette pièce par rapport à votre superficie totale du loyer, de l'internet, des dépenses, par exemple le chauffage, l'électricité, l'eau, si l'eau est payante, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ça le concept. C'est sûr, si la pièce est utilisée de manière hybride, donc par exemple, c'est dans votre salon, c'est sûr que vous allez pouvoir déduire uniquement le temps que vous utilisez. Alors évidemment, c'est toujours très subtil. Le mécanisme de la déclaration de revenus, ça se base évidemment sur votre bonne foi. C'est-à-dire que vous dites, écoutez, moi, c'est au meilleur de ma connaissance. Et là, rendu là, si vous faites une erreur, c'est de votre faute. Là. Exactement. Puis encore une fois, c'est un peu la base même de toute la discussion sur la fiscalité. Ça reste, puis on en parlait récemment, là, je crois même hier, à distance, ça reste qu'il y a toujours la logique d'avoir des preuves tout de même. C'est facile, comme tu le disais, pour le bail, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est concret. Mais le restant de dire, une pièce en question que j'ai utilisée aux fins de télétravail, comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir des preuves pour des dépenses qui sont au-delà de mes comptes courants? Là. On le parlait, l'hydroélectricité, c'est facile, la preuve est assez active. Le bail, c'est le cas. Tout ce qui est Internet, c'est le cas. C'est assez facile. Même les paiements pour l'eau, c'est des preuves officielles qui arrivent mensuelles. C'est facile de pouvoir appuyer la déduction qu'on va faire sur nos impôts avec des preuves. Ça, c'est si vous les faites par vous-même. La même chose si vous faites affaire avec un comptable, par exemple, ou une tierce partie. En général, cette personne-là, de par son mandat, va devoir obtenir les preuves dans tous les cas. Mais c'est vrai que dès que vous arrivez dans des choses qui vont aller un peu au-delà, si on peut dire des éléments de base, mais c'est là que qui a vraiment pensé cette année à conserver des factures ou des preuves justificatives s'ils avaient besoin de papeterie justement ou d'éléments de bureau pour travailler du domicile, quelque chose que, comme tu l'as dit Gab, si on travaillait de notre lieu habituel pré-pandémie, aurait été payé par l'employeur. Donc c'est là où ça devient une méthode qui est un peu particulière, et je sais qu'au Canada, plutôt qu'il y aller avec la méthode complète, qui est vraiment une portion de la dimension. Qui nécessite aussi à ce que votre employeur remplisse de la paperasse additionnelle. Aussi, oui, formulaire spécifique, effectivement, qu'il faut obtenir, qui est offert, comme on disait, là, je crois qu'il faut en faire la demande, là, mais c'est à peu près un acquis là, que tous les employeurs qui avaient des personnes en télétravail vont pouvoir le produire, effectivement. Mais il y a une autre méthode qui est, si on peut dire, plus simple et plus, si on peut dire, n'implique pas autant de fardeau justificatif et ni également autant de paperasse de la part de l'employeur, qui est d'y aller avec, si je ne me trompe pas, Gab, c'est ça que tu m'avais présenté, là, avec un montant prédéfini journalier là, pour le nombre de jours travaillés en télétravail. C'était 2$ par jour, en fait, effectivement, applicable jusqu'à un maximum de 200 jours de travail, évidemment. C'est une méthode temporaire là, qui est possible, par exemple, au Canada et au Québec. Là. C'est sûr, encore une fois, moi, je vous recommande, rendu là, de toujours d'abord vous renseigner. Ça, c'est un problème que je trouve assez notoire en fiscalité, puis particulièrement aussi quand même dans notre entourage, je trouve au Québec, au Canada, puis ça c'est pas pour être critique ou quoi que ce soit, je trouve souvent les gens ont tendance à peu se renseigner sur la fiscalité, alors que c'est un élément de votre vie financière qui est majeur, et là pour le coup, majeur, avec des grands M à chaque fois. Effectivement, on est bien d'accord, puis pour relancer un peu, je crois que ça vient aussi beaucoup avec le fait qu'on a été toujours dans un système pour lequel, normalement, la perception à la source sur nos impôts nous amenait à avoir une balance de paiement fiscal, qu'on n'avait pas vraiment de montant à payer et qu'on avait un retour qui était raisonnable, par exemple, mais on n'a jamais été tant sensibilisé au fait de dire on a des montants énormes à payer. La jeune génération, les jeunes pros canadiens, souvent, là, personne ne va avoir eu de dû fiscal majeur, sauf des personnes qui étaient, par exemple, travailleurs autonomes. Là, mais pour des salariés, on n'a jamais fait face vraiment à une frustration liée à notre fiscalité parce que pour nous, c'est échelonné sur l'ensemble de nos paies. Donc, c'est peut-être ça qui amène un peu la fiscalité à être moins
si on peut dire, moins analysée, moins vue comme étant si majeure et importante que ça peut être le cas pour, par exemple, les jeunes pros en Europe qui ont été mis face, même s'ils étaient salariés, à des paiements là, que soudainement, il faut payer des milliers de dollars d'un coup parce qu'on n'a pas reçu, on n'a pas eu de perception à la source des impôts. Donc, c'est peut-être un peu cet aspect-là qui fait en sorte que dans la société canadienne, c'est moins ciblé. Je vais être franc avec toi. Par contre, les connaissants, je trouve, en fiscalité en Europe, comment dire, puis particulièrement en France, les lois fiscales sont assez complexes, honnêtement, je trouve. Les principes sont, comment dire, toujours, dans la plupart des pays, souvent les mêmes. Revenus, le système de l'impôt progressif, le système, comment dire, de la déclaration ou de l'autodéclaration. Je sais que, par exemple, en Europe, souvent la déclaration est pré-remplie. Donc, vous avez juste à cocher, par exemple, à rajouter 2-3 trucs, puis c'est l'ordinateur qui s'occupe de tout déclarer pour vous. Malheureusement, ça implique que souvent les gens ne se renseignent pas non plus sur toutes les subtilités. Et c'est vrai que moi, je vous dirais, la fiscalité, oui, c'est un élément important, et oui, il faut s'en renseigner. Puis, il faut s'y renseigner par soi-même aussi. Ok, il y a effectivement, on peut toujours aller consulter un fiscaliste si on a une question très approfondie. Mais je ne pense pas que ce soit réellement utile si une lecture approfondie, puis une connaissance, entre guillemets, une curiosité personnelle, je trouve, vaut de l'or, pour le coup, dans ce sujet passionnant qu'est la fiscalité. Effectivement. Donc, comme Gab, tu l'as dit au tout début, là, on vous invite toujours, encore une fois, et encore plus pour ce sujet-là, comme on l'a dit, parce qu'on parlait un peu du contexte qu'on connaît, parce que les règles fiscales sont très différentes. Donc, informez-vous bien sur le sujet là, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, et surtout si vous n'êtes pas à l'aise à le faire par vous-même, même si Gab est un peu un amateur là, du fait de recommander d'utiliser des logiciels comptables et de le faire par nous-mêmes. Si vous n'y connaissez rien, référez-vous à des professionnels. Il n'y a aucune problématique là-dedans. C'est même des choses que moi-même, parfois, j'apprécie faire par logique temporelle également, si vous voulez vous éviter d'accorder quelques temps là-dessus, même si ça ne prend pas une période énorme. Ou appeler effectivement votre fisc local, enfin votre bureau des questions, impôts, là, votre bureau de perception des impôts, qui pourra probablement pouvoir vous recommander aussi. En fait, vous ne recommandera pas évidemment de stratégie d'optimisation fiscale, mais vous fera, comment dire, énormément, on va vous donner des caractéristiques de base sur différents programmes fiscaux, etc. Exactement, par rapport à votre situation salariale. Donc, c'est ce qui conclut pour aujourd'hui l'épisode de l'État financier. Donc, encore une fois, merci pour vos écoutes. Merci pour la constance également de vos écoutes là, depuis les quelques mois. Donc, c'est très intéressant. On espère que vous appréciez toujours les sujets. Comme je disais, on est chanceux là, après que Gab a presque passé, je crois, une nuit blanche là, à écrire des sujets. On a beaucoup de matériel pour vous pour les prochains mois. On a également beaucoup de matériel là, pour avoir des collaborateurs. On avait Thomas là, qui avait pu se présenter. On a également Jean-Baptiste là, qui devrait pouvoir se présenter avec nous dans les prochains épisodes. Donc, on va maintenir cette stratégie-là malgré la pandémie à distance. Et encore une fois, même si parfois la méthode Zoom n'offre pas une qualité qui est identique à celle... Même si j'étais étonné quand même, c'était pas si mal. C'était pas si mal, effectivement. Donc, ça va être... si ça vous convient, que vous appréciez des avis externes, n'hésitez pas à le commenter. Donc, Gab, peut-être faire le petit mot de la fin comme d'habitude. C'est ça, à liker aussi, puis à partager notre contenu si ça vous a plu. Puis pas vous oublier évidemment de vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes de podcast pour la version audio. Tu avais déjà pas mal introduit la publicité, JP. Effectivement. Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine tout le monde. Salut.